Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon studio. Je vais vous parler de la nature morte culinaire. Il fait bien chaud aujourd'hui, donc ça c'est un des problèmes avec la photo de food, d'être parfois rapide, de mettre les choses bien en place et de bien préparer son shooting. Je vais vous parler des quelques principes de mon travail, de la lumière, la façon d'éclairer mes objets. Voilà. Donc, je commence par vous présenter un tout petit peu mon travail. J'ai préparé un petit PDF que je vais vous montrer. Voilà. Donc, photo de foot, réussir, c'est photo de gâteau. Donc, Calibrite fête son premier année d'existence. Et du coup, on a pensé de faire quelque chose, un sujet autour de gâteau. Mon travail est très varié. Je travaille pour des agences de design, de pub. Très souvent, il s'agit de matières, de liquides, très souvent pour des marques d'alcool, mais aussi évidemment des gâteaux, des sucreries. Voici un exemple de travail de Pâques. Ça, c'était pour une édition. Très souvent, très gros plan, un intérêt particulier pour le macro au plan, matière, jolie lumière. Et en fait, toutes ces images, je vais vous montrer la lumière de base que j'exploite en fait à chaque fois. Très souvent, c'est aussi des shoots de matière qui sont ensuite mises ensemble avec le produit du client pour, par exemple, donner ce packaging pour coteur. Ma plus grande galerie, c'est en fait les rayons du supermarché. J'ai de nombreuses références partout. Voici pour un chocolatier des chocolats très gros plans. Aussi des choses assez pop, assez frais, assez colorées. J'adore les couleurs assez peps, acidulées. Voici un des exemples gros plans pour les fruits. Les shoots qu'on va faire un peu aujourd'hui. Ça, c'est une shoot directe qui sort directement de mon ordinateur sans aucune retouche. Et voilà un exemple de la mise en place finale des différents produits. Là, il y a la crème pâtissière, des fruits, ça s'oxyde très vite. Il faut vraiment aller rapidement. Souvent, les gens croient que dans la photo culinaire, tout est fake, tout est plâtre, tout est ciment. C'est pas vrai. On peut en fait tout manger. J'ai souvent une petite orgie à la fin de fraises, de framboises, de crème et de gâteaux. Ici, je vais passer aux choses pratiques. Alors, on va changer la caméra. Et on va se trouver sur mon plateau. Déjà, je vais mettre un peu la lumière pour prendre un tout petit peu quelque chose. Voilà, donc là, on a fabriqué un petit gâteau Calibrite, avec un petit logo qui se détache malheureusement à cause de la chaleur. Ça, c'est du mangeable également. C'est imprimé sur une feuille de sucre. Pas très bon, mais c'est assez rigolo. On peut faire plein de choses avec ça. Tout ça pour vous montrer un tout petit peu comment on peut faire pour un gâteau. Ici, le challenge, il fait assez chaud dans mon studio aujourd'hui. Et donc, pour ce genre de produit, il faut y aller vraiment assez rapidement et d'avoir une petite idée déjà en tête avant de s'aventurer. Dans la vraie vie, j'ai mis en place déjà quelque chose. Donc, le styliste, je travaille toujours avec un styliste culinaire qui met en place pour que je puisse faire ma lumière préalable et ensuite on place le bon produit et on va aller vite. Voilà. Donc, ma lumière consiste souvent, et presque assez souvent, d'une lumière en douche. On appelle ça une lumière en douche, une boîte à lumière qui se trouve au-dessus de mon set, qui sert à éclairer uniformément déjà mon arrière-plan, le produit par-dessus. Et ensuite, j'ai ma lumière principale que je vais
allumé. Il se trouve à gauche. C'est un gros spot. J'ai mis un diffuseur là-dessus parce que sinon la lumière elle est vraiment trop forte. Ça va tout cramer. Et ça, c'est déjà la lumière principale que j'utilise. Maintenant, très souvent, et presque toujours, j'y rajoute soit une softbox devant, qui se trouve ici en avant à droite. Tout ça pour calmer les ombres et équilibrer mon éclairage. Et ensuite, à la fin, dernière étape, je joue avec ce genre de choses, des petits miroirs, pour donner de lumière sur les fruits, par exemple. Je ne sais pas si on peut le voir en direct, les effets que ça donne, le fruit là-haut. Attendez, un autre endroit, on le voit peut-être. Donc avec ça, je peux en fait rédirectionner la lumière qui vient de ma principale source de lumière pour éclairer davantage des choses que je veux souligner. Voilà. Donc, une fois que ma première image des bases est prête, j'ai l'impression que tout est bien exposé. Je passe à la étape suivante, c'est la balance des blancs. C'est important, surtout pour les produits comme ça qui sont très clairs, très blancs, où on voit la moindre petite nuance qui va pas. Donc là, j'utilise ces petits trucs, le Color Checker Passport de Calibrite, avec différents charts tout autour. Avant tout, on va s'intéresser à la charte pour la balance des blancs. Celle-ci derrière. Petite annotation, on shoot direct sur mon ordinateur. Je shoot rarement sur la carte de mon appareil. Et l'avantage, j'ai directement les images dans mon ordinateur. Hervé, tu vas basculer à Capture One, s'il te plaît. Ok, tu as trouvé un instant. Merci. Voilà, donc je vais juste montrer les trois images différentes d'éclairage. Elles sont assez subtiles. Je vais changer de caméra. Voilà. Alors, on voit les deux là, c'est ça? C'est bon? Donc, j'ai fait les différents essais préalables pour vous présenter déjà une photo correctement équilibrée. Donc là, c'est uniquement la boîte à lumière au-dessus. Donc ça fait une lumière un peu plate, c'est pas très joli. Ensuite, j'ai rajouté donc ma lumière principale, le spot derrière à gauche. Et au final, j'ai rajouté la boîte à lumière à droite. Et ensuite, bon, je jouais encore un tout petit peu avec les fruits autour. Donc là, j'ai placé donc la charte dans l'image et je prends la pipette et je clique ici pour faire la balance des blancs. Ensuite, le logiciel il garde ce réglage et tous les shoots suivantes ils vont être selon cette balance des blancs. Sur le webinaire. Cette entrée en temps. Ok, donc à partir de ce moment-là, on peut faire autre chose. Je change la caméra. Il y a d'autres phases pour cette charte. Donc la partie côté de cette charte. On le voit bien. Bon. Ça tient très bien. Ici, c'est important que effectivement l'éclairage et l'exposition de ma photo est correcte. Ça ne sert à rien de faire cette étape-là quand l'exposition n'est pas correctement faite. Et évidemment, ici, pour un vrai sujet, on ne fait pas une reproduction de tableau. C'est quelque chose d'assez vivant avec des différentes lumières, des différentes sources de lumière. Il faut effectivement que cette charte prend la lumière de mes sources principaux. Sinon, ça va être faussé. Ici, je trouve donc la charte créative. Hervé, tu me corriges si je raconte des bêtises, qui permet aussi de faire la balance des blancs. On voit un petit picto pour un portrait.
Ça, c'est pour des shoots portraits, par exemple, mais j'utilise ça classiquement pour le food, parce que la peau ou une abricot, c'est pour moi presque la même chose. Donc, j'ai fait la balance de blanc sur la petite cartouche tout à droite. Et quand je clique dans les autres champs, la teinte de ma photo devient plus chaude. Je vais vous montrer ça tout de suite en réel sur mon logiciel de shoot. Ensuite, en dessous, c'est plutôt pour les photos de paysage, mais c'est le même principe. Ma balance de blanc neutre se trouve au milieu et je peux chauffer ou non, refroidir ou l'inverse, réchauffer, refroidir. Ici, cette charte en dessous, ça me permet de faire une calibration d'appareil photo avec le logiciel, voilà, chaque calibration, je ne sais plus, c'est ça? Calibrate. Oui, Calibrate. C'est assez facile à faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais quand j'ai vraiment un sujet un peu touchy avec des couleurs très compliquées, ça vaut vraiment le coup. Je pense à tous les photographes aussi de mode qui ont des accessoires, des sacs à main, des choses qui doivent être shootées dans les bonnes conditions et des couleurs. Ça permet vraiment pour chaque séance et pour chaque situation de lumière faire un propre profil. Voilà. Je vais vous montrer maintenant en pratique ce que ça veut dire dans le logiciel. On va faire un clic avec cette charte. Et voilà. L'image est arrivée. Et je suis là. Alors, toujours la petite pipette. Et en fonction où je clique dans cette charte créative, la teinte de ma photo va changer. Ce n'est pas vraiment les couleurs très flashy, c'est vraiment en subtilité autour de la balance de blanc. On joue en fait avec les teintes de la photo. Pour moi, c'est une gain de temps énorme. On n'a pas besoin de bidouiller dans les réglages de couleurs. Évidemment, j'ai fait ça souvent. Par exemple, ici, le rouge des fraises est peut-être un peu trop saturé. Donc, mais bon, ça va un peu trop loin pour notre sujet aujourd'hui. Voilà. Après, cette charte existe en différentes tailles. Parce que là, vous allez dire, et qu'est-ce que je fais avec une petite compo de fruits? Donc, merci de me montrer les autres tailles. On va les faire en photo direct. Vous allez voir, c'est assez mini. Allez, on va faire un clic à distance. En les feignant, on ne bouge plus. Tada! Et moi, personnellement, j'utilise la Color Checker Passport pour une simple raison. Elle est très pratique à transporter. Je l'ai toujours dans mon sac photo, peu importe où je vais. Mais par contre, par moment, elle est trop grande. Donc, pour des petites choses, des petits sujets, elle peut être vraiment un peu trop grande. La toute petite s'appelle la Color Checker Nano, celle qui est devant la fraise. Celle qui est sur la droite, c'est peut-être la solution la plus économique. C'est simplement une charte qui est sur dos cartonné, donc elle est un peu plus fragile, hein, il faut le savoir. Elle s'appelle la Color Checker Mini. Toutes s'appellent Color Checker classique, vous pouvez le voir marqué. Et la Color Checker Passport, comme l'expliquait Michael, elle est très intéressante parce qu'une fois qu'elle est fermée, elle protège les patchs. Et puis, vous avez en fait 4 chartes. Les 24 patchs que vous voyez là, qui sont communes à toutes les chartes. La charte d'ajustement créatif qui vient de vous montrer tout à l'heure. Et 2 chartes pour faire des balances de blanc et qui sont utilisables pour la photo comme pour la vidéo. OK. Alors, on va passer à une autre. Donc voilà. Donc ici, je peux faire donc tous ces réglages de lumière, de couleur, tout ça, peaufiner jusqu'au final ma petite photo. Et pour la petite touche à la fin, évidemment, on veut allumer la petite bougie pour un nom de Calibrate. Ici, effectivement, si je fais une photo telle qu'elle, ça va être un peu pas très intéressant parce qu'on ne va pas voir la bougie, la flamme de la bougie. Donc ici, je travaille avec une simple technique, c'est la synchronisation lente. Donc je vais faire cette photo tout simplement avec une pause longue de, par exemple, 1 seconde. Je vais tenter de faire ça. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de lumière là sur ma verrière de mon studio et donc j'ai une petite souci de trop de lumière. Avant que j'allume cette flamme, je voulais venir aussi. Attendez, j'ai oublié un truc, je crois. Je vais parler des petits réflecteurs, tout ça. Donc, il y a aussi des petits trucs comme ça qu'on peut utiliser. C'est intéressant, pas cher. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'équipement de studio, c'est pas bien grave parce que on peut faire tout ça aussi à la fenêtre avec le soleil. Tout simplement, si le soleil est trop fort, pareil. Comme pour mon spot principal, on peut mettre un calque de diffusion. Et aussi bien, comment dire, utiliser une flash Cobra pour ceux qui possèdent. On peut se créer un véritable petit mini studio avec des petits flashs. Et une autre technique que je montre souvent à mes élèves, c'est d'utiliser donc le Flash Cobra en technique Open Flash. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une technique vraiment assez intéressante et très ludique. Ça consiste, pareil, de faire une pause longue et déclencher le flash à plusieurs reprises. Et avec ça, on peut créer une situation de lumière de studio sans problème. C'est un exercice assez rigolo. Je vous invite, pour tous ceux qui sont intéressés de food, de commencer par des petites choses pas trop complexes. Tarte à la crème, franchement, c'est compliqué à faire. Mais des petites compositions de fruits, tout ce que vous trouvez dans votre frigo peut être intéressant. Une verre d'eau, des fruits. La liste est longue. Faites un tour au marché, prenez des légumes, des choses qui deviennent intéressantes une fois posées sur la lumière. Voilà. Maintenant, on va passer peut-être à la petite flamme, non? Alors, avant de faire ça, Michael a prévu de vous montrer des techniques qui vous permettent de travailler et de modeler votre éclairage, même si vous avez un petit budget. Et je voulais que tu montres, tu sais, le coup du miroir, les mini-déflecteurs. Ah oui, je l'ai montré déjà un petit peu tout à l'heure, mais évidemment, on va remonter. Alors, tout simplement, moi, j'ai toute une collection de petites choses comme ça. Je suis bien cadré là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Donc, ça, on trouve partout. Hein, c'est truc de maquillage. Ça tient tout seul. On n'a même pas besoin j'utilise des pinces comme celle-ci. Mais pour ceux qui connaissent un peu, ça coûte très très cher comme matériel. Donc, on n'a pas forcément besoin de ça. Après, je travaille beaucoup avec des petites pinces. Est-ce que tu peux me passer une petite pince là-bas? Tu vois, les pinces de bricolage. Ça. Déjà, il y a des petits paper clips comme ça. Ça peut faire l'affaire, tout simplement, en mettant un truc comme ça. Hop. Et ça tient. On peut le faire tenir. Bon, là, ça ne tient pas, mais normalement, ça tient. Voilà. Sinon, la version plus grande, grand classique, j'ai fait comme ça. Et j'arrive de placer ces trucs-là où je veux. Dans l'autre sens. Après, quand c'est trop petit, ça peut être intéressant de jouer avec des cartons. J'utilise des cartons plumes ou du polystyrène pour ça. Ça peut aussi servir de, par exemple, tamiser un peu la lumière derrière. Parce que là, vous allez me dire, cette lumière au-dessus, évidemment, ça risque de cramer assez vite le dessus de ma tarte. Donc ici, en rajoutant par exemple un carton juste au-dessus, je peux jouer aussi en masquant en partie ma lumière douche. Donc ça permet, encore une fois de plus, de jouer avec toutes ces trois lumières. Voilà. Ça fait partie justement des trucs que toi tu enseignes pour la photo de produit et la photo de food. C'est que même si on n'a pas un équipement complet comme toi en studio, on peut tout à fait faire ses premiers pas et avoir de très beaux résultats en utilisant les moyens du bord. Pour ça, en vous équipant d'un petit miroir, d'un carton qui va vous servir de déflecteur. Et donc, tout ce travail sur la lumière, c'est à vous de l'expérimenter. Mais je trouvais que c'était intéressant que Michael vous donne son avis là-dessus. Ça, c'est, je donne par-ci par-là des cours de photo. Et ça, en fait, régulièrement, j'entends la phrase, mais ça coûte cher, messieurs, on n'a pas le budget. Et effectivement, tout le monde a commencé petit, tout le monde a commencé avec les moyens de bord. Et je vous invite vraiment de faire ça, le challenge de l'été, de faire des magnifiques petites compos de fruits avec 3 par 1. Voilà.
Si tu peux remontrer, puisque là, il y a des personnes qui n'avaient pas tout l'écran, juste remontrer le miroir, j'ai changé. Donc, un miroir pour la beauté, tout simple. Les pinces. Donc là, j'utilise. Et des morceaux de carton. Simple, hein, des petits cartons plumes. Et que j'entrecolle avec des différents de vêtements. Ça, on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage des couleurs dorées, argentées ou juste la face blanche. Mais aussi, les cartons plumes noirs me servent énormément pour la gestion de reflets, notamment pour des objets brillants. Mais classiquement, vraiment, le carton plume, je suis grand consommateur. Donc, voilà. Parfait. Merci, mon chef. Alors, pour la petite finale de cette lumière, mise en lumière, la petite flamme à la fin, on va essayer, si on arrive, de le faire, qui consiste donc à allumer cette flamme et la voir sur ma photo. Donc, effectivement, dans un univers très blanc, comme ici, ça risque de ne pas être bien visible. Donc, l'idée, c'est de faire ressortir la flamme davantage. Donc, a priori, on sous-expose un tout petit peu la lumière de la photo en soi pour faire ressortir davantage la flamme. Tout à l'heure, quand on a fait le test, il y avait trop de lumière extérieure, donc on ne voyait pas bien. On va retenter la chose. Donc, première chose, effectivement, il faut que je coupe mes lampes pilotes pour que ma pose longue ne soit pas affectée par cette lumière pilote. Ensuite, on va allumer la petite flamme. On va faire ça vraiment en direct. Hein. Je ne vais même pas tester à la expo là depuis. Voilà. Anniversaire. C'est bien. Donc, Hervé, merci de te mettre sur le logiciel de shoot. Et jusque là, on était à F10 et on était à un temps de pause d'un 1/200e. Et là, je vais déjà tout de suite changer ma pause à peu près passer une seconde. Ça ne change pas. Qui arrive. Ici. Voilà, donc là c'est encore un peu clair, donc maintenant on peut jouer effectivement avec. Là j'ai fait un tout petit peu le diaph. Et effectivement ça marche mieux qu'on n'a pas un studio trop clair comme le mien. Ici il y a vraiment trop de lumière là actuellement. J'ai gardé en fait cet équilibre entre lumière tamisée et qu'on voit encore quelque chose pour être vu sur la caméra. Donc on n'a pas tout occulté. Et là, si je prolonge encore plus le temps de pause, la lumière de la bougie va ressortir de plus en plus. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais évidemment, l'appareil, il faut qu'il soit stable sur un pied, sinon ça va pas bien fonctionner. Alors, pensez à vos prochaines photos de gâteau d'anniversaire où vous essayez avec un flash, flasher les dents. On peut le faire, mais utilisez une temps de pause longue. Et je vous garantis que vos photos d'anniversaire vont être beaucoup plus drôles. Voilà, on peut encore exagérer plus. Là, je vais aller carrément, je ne sais pas, plus bon. On va voir ce que ça donne. Évidemment, la bougie se concentre tout doucement. Voilà, donc ça c'est le petit final. Je ne sais pas, Hervé, j'ai oublié quelque chose. Tu veux que je parle d'autre chose? C'est bon pour toi? Non, je pense que ce qui peut être intéressant, ça peut être un avis sur les bons moments dans l'année pour faire de la photo comme ça de food. Alors, juste d'expérience, on fait toujours tout travers dans la photo de food. En janvier, on essaie de faire les photos d'abricots qu'on n'y a pas. En mois d'août, juillet, quand il fait 34 degrés dans mon studio, je vais shoot du foie gras. Donc, c'est toujours challenge. Et des nombreuses fois, j'ai shooté du chocolat avec un gros bloc clim à côté et du carreau glace en dessous.
Donc voilà, donc c'est tout très technique, mais on peut réussir avec des moyens de bord. Mais tu me disais aussi que ton conseil pour les personnes qui nous suivent, c'est de profiter des fruits de saison. Absolument, parce que là, c'est le moment. C'est pas en janvier où il faut shooter les fraises. Là, il y a tous les fruits à profusion et même des fruits sur les arbres. Pour ceux qui partent dans le sud de la France ou je sais pas où, il y a vraiment des choses magnifiques à photographier. Également des feuilles, la végétation, tout. Donc, il n'y a pas de limite. Je pense la limite, c'est juste le photographe, quoi. Très bien. Peut-être maintenant tes conseils pour la partie retouche. Une fois qu'on a les photos, comment tu organises ton environnement de travail? Alors, bonne question. Je vais juste rallumer un tout petit peu la lumière de pilote pour qu'on voit un peu plus dans le studio. Voilà. C'est mieux là. Nickel. Alors, effectivement, on parle de calibration, de chartes, de profilage, de toutes ces choses. Et évidemment, ça ne fait pas de sens si je n'utilise pas un écran qui est fidèle du point de vue rendu de couleur. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de la balance de blanc si je ne vois pas ce que je fais. Donc, moi, depuis des années, j'utilise comme seule référence des écrans graphiques qui me permettent d'un voir les couleurs élargies. Je vais vous montrer un slide par rapport à ça. Et... Alors, il y avait d'autres photos, je vais revenir dessus. Voilà. Donc ici, c'est une graphique, vous le voyez bien, qui montre l'espace colorimétrique de couleur. Donc vous voyez l'espace couleur qui est peut-être le plus connu par les photographes amateurs, surtout, c'est l'espace sRGB qui est marqué par ce triangle rouge. Vous voyez l'espace là qui est très large et le petit triangle sRGB est juste au milieu là. Et vous voyez bien qu'il manque plein de nuances vers les verts et tout ça. Le Adobe RGB, donc ce qu'on utilise le plus souvent dans la photo professionnelle, vous voyez le triangle vert qui est plus large, beaucoup plus large. Vous avez beaucoup plus de couleurs. Et ensuite, pour l'impression Euroscale Coated V2, il est un peu entre tout ça. Mais très souvent, on est un peu déçu parce que les couleurs ne sont pas comme à la prise de vue. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se rendre compte que quand j'ai fait les photos, il faut savoir pour qui, pourquoi. Avec les écrans que j'utilise, je peux même simuler les différents cibles de couleurs. Donc j'ai programmé 3 calibrations différentes sur un écran. Une, donc Adobe RGB, une par exemple pour sRGB, parce que je sais que la photo va se servir uniquement pour Internet. Et une troisième, par exemple, pour les écrans maintenant étroits, des choses plutôt utilisation graphisme, iPhone, iPad, tout ça, qui sont quand même mieux que les anciens écrans. Et pourquoi pas de carrément créer une calibration pour une sortie pour mon imprimante. Ou pour la vidéo aussi, parce que les ventes, c'est encore différent. Là, je connais moins. Il existe également des chartes pour ça. Hervé, comment ça s'appelle la charte La Color Checker Passeport Vidéo. Je vais aller en chercher une aujourd'hui. Et j'ai une slide à la fin que je vais vous montrer. Voilà, donc tout ça juste pour vous montrer l'espace de couleur. Pour arriver à calibrer tout ça, il existe des sondes. Je vous montre juste le carton là, ça c'est Calibrite qui fabrique ça. On peut peut-être sortir, il est facile à sortir. Donc là-dedans, vous trouvez tout ce qu'il faut pour la brancher sur votre écran. Donc vous avez ici la sonde en soi, qui est protégée par ces trucs-là. On peut même faire une calibration d'un projecteur vidéo avec ça. Très utile. Et cette partie-là, vous voyez, je ne sais pas si on voit ça bien, il y a l'optique qu'on place sur l'écran. Ici, donc, il y a un câble qui est assez long pour se faire brancher sur votre ordinateur. Et ici, ça, c'est en fait rien d'autre qu'un contrepoids
qui permet d'ajuster ses poids en fonction. Voilà. Donc, Hervé est déjà passé les câbles de travers une trappe qui se trouve au-dessus de, comment on appelle ça encore, la casquette autour. Ça, c'est bien utile quand vous avez un éclairage un peu trop fort et vous voulez éviter trop de lumière sur votre écran. Si vous travaillez sur un espace assez sombre, c'est pas la peine. Et donc, je place cette sonde directement sur mon écran. Après, ça dépend de l'écran que vous utilisez, il y a des logiciels donc, qui prennent en charge de cette sonde. Elle est assez compatible avec la plupart des logiciels qui existent. Je peux citer ce que j'utilise là. Bien sûr. Moi, j'utilise les écrans de la marque PenQ. Pour moi, un bon compromis entre bonne qualité et pas trop cher. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Là, c'est le petit logiciel qui s'appelle, j'oublie chaque fois le nom, voilà, Palette Master, je sais pas quoi. C'est ça, hein? Palette Master Element. C'est ça, merci. Pas de problème. Voilà, donc après, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, cette sonde va mesurer l'éclairage, luminance de votre écran. Je lui donne d'abord des cibles que je veux atteindre. Donc, par exemple, quelle luminance de mon écran. Et donc là, c'est un point très important. Je vais avancer avec mon slide. C'était où le slide? Tu en avais un? Il est où? Bon, c'est pas grave. Il est tout. Ah oui, il est là. Alors, donc pour résumer, pourquoi travailler avec un écran calibré? Déjà, souvent les écrans sont beaucoup trop clairs. Réglés trop clairs. Je vois ça souvent avec les clients qui ne voient pas les bonnes couleurs, tout simplement parce que leur iMac est réglé comme quand ils l'ont sorti de la boîte. Donc souvent à 300 candela, on se brûle la rétine presque. Et juste pour vous dire, moi, j'oscille entre 80 et 100 candela. 80, c'est plutôt quand j'ai fait des choses pour les impressions jetables avec mon imprimante. 100 candela, c'est un bon compromis. Il y a beaucoup de monde qui utilise 120 candela, mais ça dépend vraiment de l'univers dans lequel vous travaillez. Si vous avez un espace très lumineux, évidemment, vous pouvez monter un petit peu la lumière. Mais 100 candela, ça reste un bon compromis. Et après, il y a des différents photographes qui utilisent des différents points blancs. Point blanc, c'est en fait le point neutre de mon image. Moi, j'utilise 6500 candela, 6500 Kelvin, pardon, qui est assez proche aussi pour le web comme pour la photo, donc ça marche bien pour moi. J'ai pas l'impression de voir des choses bizarres à mon écran et souvent c'est tout simplement les feelings aussi. Voilà, donc, je donne les deux valeurs. Je veux un point blanc de 6500 et à 100 candela et j'appuie sur le bouton. Il va mesurer l'état actuel de mon écran. Il va peut-être me demander manuellement de baisser la luminosité jusqu'à atteindre les 100 candela. Et à partir de ce moment, il va donc checker les différents patchs de couleurs, un peu semblant des patchs sur le Color Checker, et comparer avec son logiciel, et ensuite écrire un profil. Donc le profil dédié à votre écran. Et si c'est un écran graphique comme le mien, le profil n'est pas dans votre ordinateur, il est stocké dans l'écran. Donc peu importe l'écran, l'ordinateur que je branche dessus, l'écran va être. Voilà. Je peux revenir juste sur la planche qui est juste avant. Oui, absolument. Là. Donc ça, c'était le récapitulatif. Pourquoi s'embêter finalement à calibrer un écran? Michael, toi, tu le fais tous les combien de temps? Tous les mois? Je ne fais pas ça tous les jours. Hein. J'ai fait ça en règle générale avant chaque grand boulot où je dois vraiment avoir des bons clouders. Mais en gros, je vais dire une fois par mois, je pense. Hein. Et ça prend entre 3 et 5 minutes. Oui, pas plus. Et les avantages, donc on vous a mis un petit élément visuel pour faire aide-mémoire. Des couleurs qui sont meilleures et plus justes et qui seront aussi moins flatteuses. Il faut savoir que les fabricants d'écrans ont tendance à livrer des écrans qui donnent des images extrêmement flatteuses. Pour une raison très simple, c'est que ça fait vendre des écrans. C'est là que tu vas peut-être pouvoir mieux expliquer que moi, mais souvent c'est aussi une histoire de contraste. Oui.
Donc là, moi, j'utilise toujours une gamma de 2,2. Oui. Mais on peut également ajuster, j'oublie chaque fois comment ça s'appelle, les noirs. La profondeur des noirs. Oui, voilà, donc on choisit entre le noir absolu et le noir relatif. C'est ça. Et les noirs absolus pour la photo, je pense que c'est pas une bonne choix parce que les noirs sont vraiment trop sombres. Ça sert peut-être pour regarder Netflix, mais c'est pas bon pour le traitement d'image. Donc, ce que tu veux dire, c'est que quand on calibre, en fait, on va pas traiter que la couleur, mais aussi on va remettre à plat les niveaux de contraste, les niveaux de saturation, finalement, puisque la couleur joue dessus aussi. Et ça permet d'avoir une image qui apparaît telle que on l'a prise avec son boîtier, ce qui n'est pas automatique. Beaucoup d'écrans ont tendance à déformer l'image, à la rendre plus flatteuse, notamment en rajoutant trop de lumière et trop de bleu. Et le calibrage va éviter cela. Et c'est surtout l'opticien qui va vous vendre des lunettes. C'est la troisième partie. Ah oui, réduction fatigue oculaire. Oui. Alors, moi, j'ai eu un problème avec un opticien j'ai fabriqué des lunettes spéciales pour travailler à l'ordinateur. Et à chaque fois que je l'ai récupéré, il m'a mis un filtre anti-bleu sur les lunettes. C'est complètement ballot si on veut bien voir les couleurs. Donc, le mec, il n'a pas compris que mes écrans sont calibrés. Donc, si vous essayez de vendre ça, si vous avez un écran calibré, c'est pas la peine. Parce que c'est notamment, beaucoup d'écrans sont réglés beaucoup trop bleus. Donc, je vois ça parmi mes élèves. Je reçois des images qui sont trop sombres, simplement parce que leurs écrans sont trop clairs. Et aussi les couleurs qui sont complètement à côté, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils font en fait. Merci. Si tu veux, tu remets la planche qu'on avait juste avant. Voilà, celle-là. Et avant qu'on passe à la session questions-réponses, moi, je vais vous envoyer par le chat ou par les informations que vous pouvez voir sur votre écran l'offre spéciale qu'on a mise au point avec notre partenaire revendeur qui s'appelle MBTech. Donc MBTech a mis en place. Non, je ne souhaite pas que tu le montres. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer simplement à chacun puisqu'il y a un code à utiliser. Et je vais vous envoyer ça. Peut-être que tu peux expliquer ce qui pourrait se passer si on fait tout un travail, par exemple, très précis sur une photo de food, mais qu'on a un écran pas calibré. Quelle est la catastrophe qui peut arriver au niveau du client ou de l'agence pour laquelle tu travaillerais? Alors, déjà, ça m'est arrivé que j'ai travaillé avec un ordinateur et je me suis rendu compte que pour une raison que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas utilisé le bon profil. Certes, ce n'était pas un écran graphique sur lequel j'ai travaillé, j'étais en extérieur, donc je n'avais pas la possibilité d'utiliser mon écran graphique. J'ai travaillé directement sur mon portable et là, je me carrément planté sur l'exposition de mes photos. Vu qu'on shoot en RAW, c'est pas bien grave, mais dans le cas échéant, c'était vraiment pas bien parce que j'avais vraiment trop exposé les lumières, les hautes lumières. Donc, pour remédier à ça, déjà, vu que je shoot avec Capture One, je me fais un petit contrôle sur Expo, mais c'est quand même toujours mieux de réellement voir ce qu'on fait lors du shoot. Pour avoir une référence, de toute façon, je pars toujours avec mes shoots sur une photo de la charte, déjà pour savoir ce que j'ai réellement photographié comme couleur. À part de ça, je peux quand même bien restituer la suite. C'est à peu près ce que tu voulais entendre ou il y a d'autres choses? Non, c'est très bien. Ouais, très bien. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être passer à la session questions-réponses. Tu peux juste montrer la planche où il y a la liste des appareils, puisqu'on vous a montré voilà, une des sondes, mais il en existe 4 suivant les besoins que vous pouvez avoir et suivant le fait que vous vouliez simplement calibrer un ou plusieurs écrans, ou alors pour le studio que vous voyez sur la gauche, si vous voulez calibrer toute votre chaîne graphique depuis votre écran jusqu'à votre imprimante. Et on peut du coup créer des profils d'impression spécifiques pour chacun des papiers, par exemple. Donc, on va avoir un profil pour un papier Fine Art annuleux d'un grammage particulier et ça va vous permettre d'avoir un profil très précis, de le simuler à l'écran. Encore une fois, comme l'expliquait Michael tout à l'heure, uniquement si votre écran est bien calibré. Beaucoup des choses qu'on vous a montrées, que ce soit la charte
ou que ce soit l'utilisation d'un profil d'impression, la première étape, c'est vraiment de calibrer son écran. Si vous faites qu'un truc, avant de courir le 100 mètres haies, apprendre à marcher dans la gestion de la couleur, c'est calibrer l'écran correctement. Peut-être que vous ne le faites pas tous les mois, c'est pas grave. Une fois tous les 2 mois, pour des amateurs, ça convient. Pour un professionnel comme Michael, comme il l'explique, c'est plutôt tous les mois. Et aussi, il va recalibrer dès qu'il démarre un nouveau job pour une mission particulière, puisque le fait de calibrer, c'est aussi s'assurer que le logo, par exemple, de la société pour laquelle on travaille va être représenté avec exactement le bon code Pantone. C'est ça. Et effectivement, avant d'utiliser la sonde pour faire une mesure, il faut attendre que l'écran soit assez chaud. Donc, il ne faut pas l'allumer tout de suite, faire un profil, ça ne donnerait pas un bon résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les chartes? Il faut éviter de mettre les doigts dessus. Ça peut arriver avec la crème et les fraises et tout ça. Parfois, j'ai des clients qui prennent le truc dans la main et je fais super attention à ça parce que ça coûte quand même assez cher. Oui. Donc, il faut être un peu soigneux avec. Et surtout, il y a une durée de vie aussi, je pense. C'est pas ça? À peu près 2 ans si on en prend soin. Et au-delà de ça, il faut vérifier. Donc, je suis en train de travailler. J'utilise ça plus que depuis 2 ans. Oui. J'utilise ça tous les 2 ans. Et si on en prend soin, et c'est l'intérêt de la Color Checker Passport. Tiens, je t'ai amené la version vidéo. Donc, ça, c'est la version vidéo qui est différente. Mais ce que tu peux montrer, c'est comment elle se replie et qu'elle se protège. Alors, donc, elle s'appelle Passport parce qu'elle est conçue comme une passeport. C'est la taille d'un passeport. Voilà, donc c'est la taille d'une passeport, je pense. Je peux la fermer. Et donc là, vous avez le MIA pour, je sais pas, MIA de focus. Là, à nouveau, la balance de blanc. Ensuite, ici, en classique. Et pour la vidéo, ils ont ajouté aussi de la brillance, en fait, qu'on n'a pas dans la photo. Là, je ne peux pas vous expliquer comment ça rend précisément pour la vidéo. Mais je peux vous dire que, par exemple, pour ceux qui font la vidéo, dans DaVinci, par exemple, il y a directement un module où on peut directement scanner cette charte direct dans la post-pro vidéo. Donc, c'est directement reconnu. Parfait. Donc, avant qu'on passe à la session questions-réponses avec Michael, si tu veux, tu peux couper la diffusion de ton écran et qu'on ne voit que toi. Voilà. Donc, avant qu'on passe à la session questions-réponses avec Michael, je vous explique très rapidement. Donc, l'offre que je vous ai communiquée, vous avez dû la voir dans le petit chat pour les questions-réponses, c'est 25% de remise sur le prix public officiel. Et je vous ai mis le lien vers la page NBTech. Et c'est valable jusqu'au 26 juillet. Donc, si jamais il y a des choses qui vous ont intéressé, on vous laisse faire. Vous savez ce que vous pouvez faire. Ça fait quand même probablement une offre de l'ordre de 15% moins cher que ce qu'on trouve sur Amazon, par exemple. Donc, c'est pour peu de temps. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous tentait, allez-y. Voilà. Est-ce que je montre peut-être juste, pour ceux que ça intéresse, le petit appareil que j'utilise? Je ne sais pas si ça vous intéresse. L'appareil photo? Juste pour voir, parce que là, on va juste… on va voir dans les questions-réponses. Oui, bon, comme ça. Voilà. Donc, première question pour toi, Michael. Existe-t-il une liste d'écrans compatibles avec la sonde? Je pense oui, hein, mais je pense il y a… Oui, c'est monsieur Cambridge qui va répondre. Non, on peut répondre tous les deux. Donc, en fait, tous les écrans un peu sérieux peuvent être calibrés. On va utiliser le terme étalonné. Mais c'est vraiment intéressant si votre écran dépasse SRVB. SRVB, comme Michael vous l'a montré tout à l'heure sur le schéma avec les différents espaces colorimétriques, c'est une norme qui date de 1974. La majorité des ordinateurs portables visent juste SRVB, parce que de toute façon, comme on les déplace d'une pièce à l'autre, on est tout le temps à travailler dans des environnements lumineux et d'éclairage différents, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils soient hyper précis. Et donc, les écrans de portable et tous les écrans de bureautique, donc ce que vous pouvez acheter à moins de 300 € pour faire du Word et de l'Excel, en général, ça vise juste SRVB. Est-ce qu'on peut les calibrer? La réponse est oui. Est-ce que ça va donner un résultat professionnel? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on va réduire le massacre, on va avoir quelque chose qui va être plus propre, mais vous ne pourrez pas stimuler, par exemple, un tirage fine art
chez votre tireur d'art ou chez un imprimeur sérieux. Ce que Michael a ici, c'est un écran qu'on appelle un écran graphique. Et donc, on est sur des budgets qui démarrent autour de 500 €. Hein. Il y a le SW240 de chez BenQ qui est en dessous de 500 €. Mais c'est un écran professionnel livré avec une visière anti-reflet, hein, comme ce qu'on a ici, la casquette. Et ça peut aller jusque 3 000, 4 000 € suivant le niveau de perfection qu'on veut atteindre, aussi, suivant la marque, la résolution et la taille. Donc, vous ferez votre choix. Mais il faut savoir que les écrans qui atteignent Adobe RGB 98, au moins à 95%, permettent de simuler les sorties papier de manière professionnelle. Donc, ce n'est pas le cas de tous les écrans. C'est des petits écrans large gamut, Voilà. Voilà, avec un espace colorimétrique donc très élargi, donc qui couvre 95 au moins l'espace Adobe RVB. On a beaucoup de bons écrans aujourd'hui qui couvrent 98% d'Adobe RVB dans des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et ce qu'il faut peut-être dire, ça devient peut-être un peu technique, mais ce que j'ai remarqué tout à l'heure, que les écrans large gamut, comme ce que j'utilise là, on appelle ça des écrans calibrables hardware. Alors ça, c'est un autre échelon. Oui, je te laisse expliquer. Non, mais le calibrage hardware, c'est très important. Si vous êtes dans un niveau de qualité que vous recherchez, que vous pouvez investir dans quelques... Je dirais le calibrage hardware, ça va coûter 150 € de plus, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, ça va vous permettre de stocker le profil à l'intérieur de l'écran. Ce qui fait que Michel se connecte avec un ordinateur qui peut être un ordinateur portable, mais on ne va pas utiliser son écran du portable pour traiter nos images. Je travaille avec différents ordinateurs. Voilà. J'ai un ordi portable, un Mac Mini aussi, voilà. Et c'est super pratique. Je ne m'intéresse pas pour l'écran dans les ordi, je ne vais pas citer le nom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un ordinateur tout court et j'ai deux grands écrans 27 pouces que je branche dessus. Donc, voilà. Mais si Michel se débranche, moi, je branche mon ordinateur portable, je vais pouvoir tout de suite accéder au profil qui est stocké dans l'écran. L'autre chose, c'est que c'est plus stable dans le temps, puisque comme c'est stocké dans l'électronique de l'écran, c'est plus stable. Et ça neutralise tous les problèmes de carte graphique, mais qu'on n'a pas sous macOS. Par contre, on peut rencontrer parfois sous Windows. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à aller vers un écran à calibrage hardware. Seules quelques marques proposent des écrans à calibrage hardware, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sondes calibrées. Donc là, si tu veux bien remettre ça, non, surtout pas. Là, vas-y, avec le troisième bouton. Ouais. Donc dans la série que vous voyez ici, les Color Checker Display Pro, Display Plus et Studio permettent d'étalonner avec ce qu'on appelle le calibrage hardware. Donc elles sont compatibles avec les logiciels des fabricants d'écran. La Color Checker Display, toute simple, sans plus, sans pro, elle est faite pour calibrer des écrans tout venant, mais elle ne permet pas le calibrage hardware. Hein, donc c'est bien pour un débutant ou si vous n'avez pas l'intention d'aller vers un écran professionnel. Sinon, la Pro, c'est la sonde la plus vendue au monde, toute marque confondue, hein, c'est pas de la pub pour ça. La Plus, elle permet de faire du calibrage d'écran pour la photo, mais aussi pour la vidéo, puisqu'elle monte jusqu'à 2000 nits. Si vous faites de la vidéo, vous savez ce que c'est. Si vous n'en faites pas, vous n'avez pas besoin de cette sonde. Et la Color Checker Studio, comme je l'ai expliqué, elle va permettre de calibrer votre appareil photo, puisqu'il y a une charte Color Checker Mini qui est fournie dedans. Donc on peut faire un profil de boîtier, l'écran, les vidéoprojecteurs et étalonner votre imprimante. Donc voilà, comme ça, juste pour vous expliquer un petit peu la gamme des sondes. Il y avait pas mal de questions dessus. Je vais poser la question suivante. Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut désactiver le mode réduction de lumière bleue de Windows et de l'écran lorsqu'on étalonne et lorsqu'on retouche? Absolument. Et même pour, moi je ne connais pas bien l'univers PC, mais c'est pareil pour Mac. Il y a les, comment on appelle ça, j'active jamais, le truc Night Shift ou les... Désactiver, effectivement. Oui, les trucs machin écran. L'ajustement en fonction de la lumière ambiante. Le Night Shift. La réduction de la lumière bleue, puisque tout ça sont des choses qui vont
de manière artificielle, modifier l'affichage de votre écran. Donc, si vous mettez n'importe lequel de ces dispositifs en place pendant que vous faites le calibrage, vous lui faites un gros croche-pied, il va rater le résultat, hein, c'est sûr. Donc, il faut absolument désactiver toutes ces fonctions qui ne sont pas du tout adaptées pour la photo, hein, soyons clairs. Et il y a un autre point que je vois parfois, de ne pas travailler ou retoucher les photos dans une pièce qui est peinte jaune clair ou rouge ou n'importe quoi, mais travailler dans un espace neutre et éclairé, plutôt, je dirais, tamisé. Et aussi l'écran, le fond d'écran, de ne pas mettre les photos de paysages de vacances dessus. Mais moi, je mets juste un gris assez foncé derrière pour, ne pas aveugler avec les images parasites derrière, et aussi de ne pas avoir des couleurs dans les yeux que je ne veux pas voir. Une question, donc si moi je fais essentiellement de la photo noir et blanc, est-ce que c'est quand même intéressant de calibrer mon écran? Absolument, parce qu'il est de toute façon constitué des couleurs, donc c'est pas que noir et blanc. Et déjà, c'est réglage des contrastes aussi, donc c'est pas que ça. Et même mon imprimante, si j'imprime, elle va également imprimer en couleur, même si c'est finalement en noir. Donc voilà, oui, absolument. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu peux réexpliquer les réglages pour avoir une bonne bougie? Tu sais, sur le gâteau, ce que tu as montré à la fin, est-ce que tu peux repréciser? Oui, c'est très simple. Alors, pour ceux qui travaillent avec les flashs, vous connaissez le mot synchronisation flash, temps de synchronisation du boîtier. J'imagine que vous êtes familier avec ça. Donc, selon l'appareil photo qu'on utilise, c'est au minimum un 60e et ça peut aller jusqu'à un 250e pour être synchro avec les flashs que j'utilise. Maintenant, si je veux capter donc la lumière ambiante autour, c'est pas forcément le gâteau d'anniversaire, ça peut être une photo dans la ville avec la tour Eiffel derrière, la nuit que vous voulez aussi avoir dans la photo, les flashs plus la lumière d'ambiance, il faut tout simplement utiliser un temps de synchro plus long que les 60e ou 200e. Et dans mon cas, je suis allé jusqu'à 2 secondes de temps de pause. Donc, vu que mon appareil ne bouge pas, ça fait rien. Il ne faut pas que les trucs roulent sur ma photo, mais là, ça n'a pas trop fondu, ça allait. Mais une flamme qui est infiniment plus faible que mes flashs, pour avoir cette lumière d'ambiance, je dois faire une pause. C'est très simple. Quand vous regardez dans votre boîtier, vous voyez l'exposition de la lumière ambiante, peu importe le flash qui est à la photo finalement. Donc, en gros, vous pouvez mettre dans le noir avec la bougie allumée l'expo de votre appareil, comme si vous vouliez prendre cette photo sans les flashs, et vous appuyez, vous avez déjà un bon départ. Et après, il faut peut-être peaufiner un petit peu la puissance des flashs ou éteindre ou raccourcir le temps de pause. Oui, il ne faut pas hésiter à expérimenter. C'est d'ailleurs ce que tu m'as dit. En photo de food, il faut essayer. Et au début, on va rater, ce ne sera peut-être pas bien, la composition ne sera pas parfaite. Il faut essayer, montrer à une personne de confiance, quelqu'un qui soit bienveillant, ce que vous faites pour ensuite progresser au fur et à mesure. Et on espère que les informations que vous a données Michael peuvent vous donner envie justement de vous prêter à ce jeu qui est quand même un peu technique, mais très intéressant. Et ça peut aussi faire très plaisir autour de vous. Si vous avez des gens qui aiment bien, par exemple, faire des gâteaux, de la cuisine, ça peut être vos enfants, de faire des photos de ce qu'ils ont fait, ensuite les partager avec votre famille, avec les grands-parents. Ça peut être vraiment un truc très sympa et un petit exercice qui vous fera certainement progresser aussi en photographie. J'ai une question technique et je ne sais pas si toi tu sais y répondre, mais pour faire une photo de la charte tout à l'heure, on a bien expliqué qu'il était très important que l'exposition soit correcte. Comment t'assures-tu de faire une bonne exposition? Quelqu'un demande, est-ce qu'on a besoin d'un flashmètre?
Non, pas vraiment, parce que le flashmètre, il va de toute façon me donner un premier indice. Alors, moi, je suis assez partisan des flashmètres quand je suis à l'extérieur, dans un univers que je ne connais pas. Dans mon studio, je connais mes murs, je connais la réflexion à peu près. Je règle franchement mes flashs un peu au pif, on peut le dire. Après, on a un retour direct, notamment si on shoot en mode connecté. J'ai sur Capture One un affichage de l'expo de l'image, mais effectivement, c'est aussi le jugement du photographe parce que c'est différent l'exposition technique. Si j'ai un visuel qui est vraiment très clair ou si j'ai une photo très noire. Donc c'est une question d'interprétation, mais en tout cas, la charte, il faut qu'elle soit bien exposée à mes sources d'éclairage. Et si j'arrive plus à distinguer les différents patchs de couleurs, là on peut parler que peut-être c'est un peu sous-ex. Donc voilà. Donc, si par exemple, ça c'est le meilleur moyen de tester. Moi j'ai fait rarement la balance de blanc avec ces trucs-là. J'utilise carrément ça parce qu'avec One Shot j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, on peut partir du principe dès que je vois bien toute cette charte avec les niveaux de gris, je peux bien distinguer le noir. Je n'ai pas le blanc complètement cramé. On peut dire que c'est une bonne éclairage. Bonne exposition. Voilà, Parfait. c'est ça. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. On Oui. prend les dernières questions. Donc, n'hésitez pas. Non, il n'y a pas d'autres questions tout de suite. Michael, est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Alors, juste pour la fin, tout ça, tout mon travail studio, c'est important pour moi de travailler sur un pied photo. Je ne suis pas du tout fan de travailler à la main levée. Ça m'arrive, mais c'est très très rare que je le fais parce que le problème, j'arrive pas à fabriquer des images qui sont utilisables pour la retouche. Donc très souvent, le travail que je mène, c'est un travail, la prise de vue pour la retouche. Je sais ce que je veux faire au final. Et le gâteau, par exemple, je prends en photo. Je le prends d'abord tout seul, après je rajoute les fruits, après il y a le bougie. Ça m'arrive de shooter l'assiette tout seul ou à la fin virer tout et shooter juste le fond derrière. Ça peut servir pour la post-pro d'être, comment dire, d'avoir tous les éléments nécessaires qu'un retoucheur peut vous demander. C'est toujours plus simple de retoucher soi-même parce qu'on sait ce qu'on veut. Et dans les choses un peu compliquées, j'ai carrément le retoucheur qui vient sur la prise de vue pour bien voir comment je travaille et peut-être me demander des choses explicites. Voilà. Donc après, je le répète à chaque fois, les appareils photo, ça ne fait pas les photographes. Avant tout, c'est la lumière, la photo. Une belle lumière fait une belle photo. C'est pas le modèle de réflexe que vous utilisez. Juste pour répondre pour ceux qui s'intéressent, je travaille principalement au 24-36. Après des années où je travaille avec des capteurs moyen format. Et aussi, vous voyez derrière, je travaille toujours à la chambre. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent. Ça, c'est vraiment le Rolls-Royce des appareils photo. Qui permet de faire encore une toute petite chose, de contrôler perspective, contrôler la netteté. Et pour simuler un peu ça, je travaille sur mon réflexe, je travaille avec des objectifs tilt shift. Pour ceux qui s'intéressent, c'est vraiment intéressant à jouer avec ça. C'est des objectifs qui sont assez chers, mais qui permettent pas mal de choses intéressantes pour la photo culinaire. Souvent, j'entends des gens dire, mais non, c'est que pour l'architecture, c'est faux. Moi, je travaille principalement, j'ai pas beaucoup d'objectifs, hein, je travaille principalement avec un 85 tilt shift, j'ai fait presque tout avec. Et si c'est pas avec les 85, je travaille avec les objectifs pour ma Cina. Mais bon, ça devient plus technique là. J'utilise surtout pour tout ce qui est très gros plan, parce que ça permet de bien régler les nettetés là où il faut et d'être très, très précis. Pour quelqu'un qui n'aurait pas de chambre, mais pour un boîtier, quels objectifs tu recommanderais pour la photo de food? Il faut avoir un objectif de macro en tout cas. Oui. Parfois,
il peut suffire d'avoir un petit zoom qui fait aussi, qui permet d'aller assez proche. Mais effectivement, pour une bonne rendue et nette, les optiques macro sont absolument indispensables. Un problème souvent qui peut arriver qu'on est avec des optiques pas très adaptées, trop proches du sujet. Donc, ça peut aller quand vous êtes tout seul, mais si vous êtes en équipe, vous travaillez à deux. Par exemple, chez mon styliste culinaire, il a besoin de minimum d'espace devant la tarte pour mettre en place des fruits, par exemple. J'aime bien d'être pas trop proche. Donc, le 85 permet pour ces genres de sujets d'être bien. Après, il y a les fameux macros 105 chez Nikon, par exemple, comme chez Canon, je ne sais pas ce qu'ils font là, 90, 100, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est avec les 85 que je travaille le plus. Les effets de mouvement, et j'ai vu que tu avais des dégoulinades sur des fruits. Peut-être, si on tape 3, est-ce qu'on va tomber sur la troisième image? Oh, hein. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Voilà. Tu peux revenir au début. Dans les toutes premières images. Je pense que tu peux même taper le chiffre. Voilà, ça. Donc, des questions sur les effets de mouvement, justement, sur la photo de food. Ouais. Alors, ça, c'est une partie de mon travail que j'adore. C'est en fait tout le travail autour des liquides et le mouvement et figer ces mouvements. Là, c'est très technique parce que c'est pas seulement, c'est pas une pose longue comme vous pouvez imaginer. C'est au contraire, c'est pas l'appareil qui fait la photo ici, c'est les flashs en fait qui figent le moment. Donc là, c'est un peu le même principe que ce que j'ai parlé tout à l'heure, le fameux Open Flash. En gros, je shoot dans le studio qui est noir, j'ai tout éteint et j'ouvre l'appareil et c'est le flash qui fige le moment. Donc ici, je crois, c'était le montage de 5 photos. Donc on a balancé à plusieurs reprises du glucose rouge, le sucre glucose sur cette pomme. Ou après en post-pro, on a enlevé le reste de la pomme et donc qui donne cette image très graphique que j'adore. Voilà. Super. Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je regarde s'il y a une dernière question. Donc, Sébastien insiste sur le focus stacking. On ne va pas en parler. C'est un sujet qu'on a couvert avec Antonio Gaudencio. Bah, je peux juste parler vite fait. Bah oui, j'ai fait ça à 95% du temps parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Évidemment, pour les sujets comme ce que je vous montrais ici, c'est pas possible parce que c'est one shot. Il faut que ça soit bon. Pour tout ce qui est petites compos de fruits qui est vraiment minutieux, parfois on n'a pas trop le choix. Si on veut un rendu net partout, j'ai fait plusieurs images. Et en fonction de l'optique qu'on utilise, ça peut être 3 photos, ça peut être 15 photos. Et là, c'est une raison de plus pourquoi je travaille à la chambre pour ce qui est macro, parce que je peux arriver presque à travailler avec 0 focus stacking. Bon, ça va un peu loin, mais je peux, avec les réglages très précis, d'arriver vraiment d'avoir les plans de netteté là où il faut. Et ça m'évite une montagne de post-pro derrière. Très bien. Une toute dernière question très simple et très rapide. Comment s'appelle la technique que tu as recommandée quand on travaille au Flash Cobra? C'est le Open Flash. Voilà, c'est un terme en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. Non, mais explique-le. Mais c'est tout simplement déjà, le flash n'est pas sur l'appareil. Il faut un flash Cobra qui est déporté, forcément, et qui se règle en mode manuel. On ne s'intéresse pas du tout au TTL ou des choses comme ça. Et qu'on peut régler en puissance. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser ici, en mode manuel, de pouvoir, par exemple, régler un 16e de puissance sous mon flash. Et je travaille avec des puissances assez faibles. Au préalable, il faut tester la bonne expo à peu près. Et une fois que j'ai établi ça par rapport aux diaphes que j'utilise, je vais m'amuser de multiplier les flashs sur ma photo. Et après, s'il n'y a rien à bouger, bah, je suis même capable de monter plusieurs images ensemble pour arriver voilà, à une photo finale. Parfait.
Bon, ben, avant qu'on souffle la bougie, eh bien, je te remercie. Ben, merci à toi. Merci. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous avez appris des trucs. Merci à Michael. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Allez.